Le surinvestissement, c'est aussi une source de motivation, mais c'est une source de motivation qui est extrêmement fébrile. Le surinvestissement émotionnel, il y a une fébrilité, il y a un désir intense et un enthousiasme débordant, mais il y a une anxiété aussi d'anticipation. C'est-à-dire que vous allez vous lancer dans un projet, vous avez très envie que ça marche, mais en même temps, vous avez un petit peu peur. Et ce qui caractérise en fait le surinvestissement émotionnel, c'est que vous allez passer par plusieurs phases. Vous allez passer par 4 phases. Donc la première phase, où vous avez envie, mais vous avez un petit peu peur, et puis vous allez vous lancer dans votre projet. Et puis, malgré des bons résultats, eh ben, vous allez être pas totalement satisfait. Et donc, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais, mais je suis pas encore tout à fait satisfait. Je pourrais en faire plus, je pourrais aller beaucoup plus loin. Voilà. Et donc là, vous commencez finalement à ressentir en fait c'est quelque chose d'assez paradoxal finalement. Troisième phase du surinvestissement, là, on est dans une douleur aiguë, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une énorme souffrance parce que finalement, on est face à l'échec et face à l'échec, c'est pas comme avec une motivation primaire, on continue malgré tout. Là, face à l'échec, c'est extrêmement douloureux. Et au final, la quatrième phase, c'est qu'on veut plus en entendre parler. Et malgré le fait qu'on dise, voilà, je veux plus en entendre parler, en fait, on n'arrête pas d'y penser et on n'arrête pas d'en parler. Donc, ce qui va caractériser le surinvestissement, c'est que il est reproductible sur plusieurs types de projets. C'est-à-dire que vous allez vous lancer, par exemple, sur le projet de développer votre compte Instagram, et puis ça va pas marcher, puis vous allez passer par ces différentes phases, et puis vous allez dire, moi je me lance sur le Twitter en fait, et puis ça va être pareil, et puis après, bah non, mais c'est sur Facebook, enfin bref. L'idée c'est que c'est quelque chose c'est un mode de fonctionnement qu'on va reproduire dans différents environnements. Mais ça peut marcher aussi dans les relations amoureuses, et ça peut marcher aussi sur des projets. Donc il y a beaucoup comment dire, de coachs sur Internet qui jouent beaucoup sur cette motivation-là pour vendre en fait des formations aux gens, pour leur vendre en fait des produits. Parce que c'est une source de motivation sur laquelle on a très envie, c'est obsessionnel, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, il y a une grosse activité cognitive, on y revient tout le temps, c'est ah non, il faut que j'y arrive, il faut absolument que... Et on est tellement focalisé sur le résultat à atteindre qu'on en perd ses moyens. Et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement sensible à l'échec. En cas d'échec, c'est extrêmement douloureux. Et donc, vous verrez comme ça des gens qui, parfois, vont vraiment très très mal prendre un échec. C'est quelque chose qui va vraiment leur faire beaucoup de mal, alors que, a priori, c'est rien d'extraordinaire, c'est pas grave, quoi. Hein. Mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils vont vivre très 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 mal. Et donc, le surinvestissement émotionnel, quelques phrases clés pour vous permettre de comprendre. Peut-être que vous en avez. Alors, on en a tous, hein. On a tous des surinvestissements selon différents sujets. Les sportifs de haut niveau, par exemple, souvent, ils sont dans les surinvestissements pour réussir une compétition, quelque chose qui va être très douloureux pour eux de perdre une compète, et ils vont repartir sur la prochaine compétition, toujours pareil avec beaucoup de motivation, ils veulent absolument réussir, ils vont beaucoup s'entraîner, alors ça a des avantages, hein, c'est qu'on travaille beaucoup, on s'entraîne beaucoup, c'est des gens qui peuvent être très performants dans leur sport ou dans leur activité, mais par contre, parfois on en perd un petit peu les moyens, on en perd un petit peu de vue tous les moyens qu'on a à sa disposition, et on est tellement focalisé sur le résultat qu'on est moins performant finalement. Donc, je vais vous donner quelques types de surinvestissement qui sont très classiques, qu'on retrouve assez souvent. Celui sur la reconnaissance. Donc, c'est le fait de vouloir en fait être aimé par les autres, ou bien d'avoir de la reconnaissance, de vouloir réussir, hein, par exemple, d'être connu, hein, d'être aimé par beaucoup de monde. Donc ça, vous allez avoir, ça c'est un surinvestissement qui est très courant. Vous avez aussi celui sur le fait d'obtenir une validation, et donc c'est des gens qui vont sans arrêt, par exemple, passer des diplômes, qui vont avoir 15, 20, 30 diplômes, hein, et qui passent leur temps en fait à passer des diplômes, qui ont besoin d'être certifiés, qui ont besoin d'être validés, et qui en fait ça devient limite maladif. Mais alors derrière, il n'y a pas forcément d'utilité hein, par rapport à leur validation, par rapport à ces validations. Le fait d'obtenir une autorisation, il y a aussi des gens qui sont donc, comme ça dans le besoin d'obtenir une autorisation pour agir.
Et puis on a aussi l'efficacité, la maîtrise et le perfectionnisme, qui sont caractéristiques souvent d'hyper. Enfin, en fait, ce sont quand je parle d'hyper, en fait, c'est pour dire surinvestissement émotionnel. C'est un terme qui nous vient de l'Institut de neurocognitivisme et de l'approche neurocognitive et comportementale. Et donc, les surinvestissements émotionnels les plus courants tournent autour de l'efficacité, de la maîtrise, du perfectionnisme, du fait de recevoir de la reconnaissance, d'obtenir une validation ou d'obtenir une autorisation. Et donc des phrases clés, des phrases types qui vous permettent de sentir ces hyper, c'est par exemple, je veux réussir à tout prix cette mission. Le fait de vouloir réussir quelque chose à tout prix, c'est assez caractéristique d'un surinvestissement. Le fait de passer de trop nombreuses certifications aussi, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Le fait aussi d'être dans le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on veut un modèle qui soit parfait, on n'accepte pas l'erreur. Il y a beaucoup de musiciens, par exemple, qui sont dans une recherche comme ça de la perfection et qui peuvent même aller jusqu'à détruire leur œuvre parce qu'ils veulent plus en entendre parler, alors qu'ils ont fait quelque chose de vraiment de qualité. Donc l'hyper de reconnaissance, un exemple, ça va être que la critique va être très très douloureuse. Les gens qui subissent des critiques vont vraiment très très mal le vivre. Ils vont être très sensibles à leur image sociale. Et donc, ils vont être sensibles à la fois aux compliments et aussi à la fois aux reproches. Et donc, quand vous avez ce besoin de reconnaissance un peu maladif, un peu de surinvestissement, on a cette caractéristique que c'est très sensible à la fois aux reproches et à la fois aux résultats positifs, donc aux félicitations. Le surinvestissement émotionnel, c'est assez important de le comprendre, c'est assez important de l'avoir en tête, parce que c'est très courant, hein, en fait, dans les gens qui se lancent sur des projets. Ils vont avoir beaucoup de motivation, ils vont en parler énormément, ils parlent de ça tout le temps, ça devient une obsession. Et puis finalement, malgré des bons résultats, ils vont pas être satisfaits. Et au final, c'est quelque chose, c'est vraiment une fébrilité dans la motivation. Donc le surinvestissement émotionnel, comment est-ce qu'on le détecte? Au niveau de l'émotion, du ressenti, c'est quelque chose qui peut être très douloureux en cas d'échec. Mais c'est pas simplement ah ça m'énerve, hein. Non, ça fait vraiment très très mal. Et donc tout le monde n'a pas les mêmes surinvestissements, donc il ne faut pas juger hein, les gens qui souffrent beaucoup face à des échecs comme ça. Mais le rejet, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut déclencher ce genre de douleur très aiguë chez certaines personnes qui ont un surinvestissement là-dessus. On le repère aussi parce qu'on y pense beaucoup, surtout dans tout le temps d'ailleurs, on y pense beaucoup, c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte en énergie, c'est une fébrilité de la motivation, c'est une fragilité dans la motivation, et il y a une énorme sensibilité à l'échec. Et donc, on peut avoir de l'inquiétude sur l'efficacité, ça peut être un frein en cas d'échec, c'est très douloureux, et il y a beaucoup d'énergie qui est perdue à cause de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez vous focaliser sur le résultat, plus vous perdez de vue vos moyens, les moyens qui sont à votre disposition. Et donc ça, je vais vous aider par rapport à ça. Si vous sentez que vous avez un hyper, si vous sentez que vous avez un surinvestissement, je vais vous donner un petit outil pour travailler là-dessus, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Les surinvestissements, ça peut aussi toucher sur l'estime de soi. Si on en a beaucoup, on peut aussi avoir une tendance à se poser la question, est-ce que mon travail il est reconnu à ma juste valeur? Est-ce que je mérite vraiment d'être aimé? Enfin, voilà, des choses qui touchent vraiment à l'estime de soi, donc c'est-à-dire non pas la confiance en soi, mais le fait qu'on s'apprécie personnellement et que finalement on soit fier de ce qu'on est, de qui on est. Donc avant de passer à ce petit exercice que je vais vous proposer pour travailler sur les surinvestissements, je vais simplement vous raconter une expérience en fait qu'on a faite auprès de petits singes. On leur a mis en fait ils étaient dans une cage et on leur a mis de la nourriture en fait juste pas dans la cage mais en dehors de la cage, et donc les singes sont tellement focalisés en fait sur la nourriture, ils essaient à tout prix de l'attraper, et donc ils sont là à essayer de la choper, et finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement ouvert la cage, mais ouvert la cage de l'autre côté, et on s'est rendu compte que les singes prenaient un temps assez important de 10 à 12 minutes avant de se rendre compte que la porte était ouverte et qu'il leur suffisait finalement de faire le tour pour pouvoir atteindre la nourriture. Donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée et qui est vraiment caractéristique de ce que provoque le surinvestissement. C'est-à-dire que vous êtes tellement obsédé par ce résultat, vous êtes tellement là à dire « il faut que je devienne riche, il faut que je devienne riche, il faut que je devienne riche », que vous en perdez de vue tous les moyens qu'il y a à votre disposition. Peut-être des amis, peut-être des formations, peut-être des opportunités, quelles qu'elles soient, qui sont à votre disposition autour de vous et qui peuvent vous aider finalement
à faire quelques pas, faire du pas à pas pour atteindre cet objectif final. Donc, je vais vous décrire maintenant un outil qui peut permettre de vous aider quand on a un surinvestissement, qui peut vous aider face à vos surinvestissements. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez noter quelles sont vos exigences. Donc, qu'est-ce que vous voulez réussir à tout prix? Donc, même si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez simplement essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez réussir à tout prix dans votre vie, là, actuellement? Qu'est-ce que vous voulez réussir absolument? Et donc, notez ces exigences, hein, ce que vous voulez réussir. Et puis, ensuite, vous pouvez évaluer le niveau de stress que vous avez par rapport à cet objectif, de 1 à 10, combien vous metteriez, ou 10 c'est le maximum de stress. Voilà. Et ensuite, derrière, vous allez noter tous les moyens que vous avez à disposition pour obtenir cet objectif. Donc là, vous allez vous poser la question maintenant de savoir quelle est la probabilité de succès, hein, par rapport à ces exigences. Quelle est de 0 à 1, quelle est la probabilité, où 1 c'est sûr et 0 c'est sûr que non, quelle est la probabilité que vous réussissiez cet objectif. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que si vous avez un niveau de stress qui est élevé et que vous avez peu de chances de réussir selon vous, à ce moment du test, à ce moment de l'exercice, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à prendre le temps, hein, de noter, hein, toutes ces exigences-là et de prendre le temps de faire l'exercice. Moi, je vais vite parce que je vous décris l'exercice, mais chez vous, vous pouvez faire des pauses et vraiment répondre aux questions sur quelles sont vos exigences, qu'est-ce que vous voulez réussir à tout prix, et à bien les lister. Puis ensuite, lister tous vos moyens. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on a énormément d'exigences, mais qu'on a très peu de moyens, on va être stressé. Ça va générer du stress. L'objectif de l'exercice qu'on fait là, c'est de pouvoir diminuer le nombre d'exigences et augmenter le nombre de moyens qu'on va mettre à disposition. Et donc, la suite de l'exercice, c'est de simplement trouver d'autres moyens qui peuvent vous aider à obtenir vos résultats, à obtenir vos objectifs. Et donc, là, je vais vous inviter à noter d'autres idées que vous avez en tête, d'autres moyens, même farfelus. Prenez le temps et cherchez. Et une fois que vous avez terminé, vous dites, mais alors, quoi encore? Quoi d'autre? Comment je pourrais aller encore plus loin pour trouver d'autres moyens? Même si c'est farfelu, même si c'est complètement imaginaire, n'hésitez pas à noter tous ces moyens et encore plus de moyens. Donc maintenant que vous en êtes à avoir listé vos exigences et vos moyens, ce que je vous invite à faire, c'est relire vos exigences et faire bien la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Alors, cet exercice, il est très difficile, hein, quand on est tout seul. Je vous invite peut-être à vous faire accompagner par un coach ou par un ami, mais peut-être que lui pourra vous aider. Mais dans les exigences, souvent, on note en fait des choses qui ne dépendent pas que de nous. Par exemple, si vous voulez lancer un produit et vendre sur Internet, par exemple, un nouveau produit, eh bien, tout ne dépend pas de vous. Peut-être que tout simplement ce ne sera pas le bon timing, peut-être que les clients ne seront pas au rendez-vous parce que ils n'ont pas les moyens en ce moment, peut-être que il y a un autre outil concurrent qui arrive au même moment. Il y a plein de choses finalement qui ne dépendent pas que de vous. Le fait que vous soyez apprécié par les gens, par exemple, ça ne dépend pas que de vous. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais vous tomberez parfois sur des gens qui sont complètement bornés ou qui ne sont pas réceptifs et qui vont simplement pas vous apprécier à votre juste valeur. Donc ça, c'est typique d'exigences parfois qu'on se met, mais qui ne dépendent pas de nous. Si par exemple vous rêvez que votre enfant réussisse ses études, réussisse sa vie, malgré tout, il y a plein de choses qui dépendent de lui, qui dépendent de sa volonté à lui, qui dépendent des moyens qu'il va mettre en œuvre, qui dépendent de ses choix. Et on ne peut pas être toujours derrière un enfant pour décider à sa place. Donc vous verrez qu'il y a plein comme ça de choses dans la vie sur lesquelles qui peuvent nous stresser, hein, qui peuvent vraiment être des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, hein, qui sont importants pour nous, mais sur lesquels les résultats ne dépendent pas que de nous. Et donc, on va essayer de faire le tri dans nos exigences entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. À partir de là, vous relisez vos exigences finalement revues à la baisse, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter uniquement sur des exigences sur lesquelles on a les moyens d'agir, et vous relisez la liste des moyens que vous avez en tête. Et là, maintenant que vous avez fait ça, vous allez réévaluer votre niveau de stress. Est-ce qu'avec tous les moyens que vous avez, est-ce qu'avec ces objectifs sur lesquels ne dépendent que de vous, est-ce que vous avez un niveau de stress qui est élevé de 1 à 10, donc refaites l'exercice
sur le niveau de stress et également sur la probabilité de succès, reposez-vous la question. Normalement, suite à cet exercice-là, le niveau de stress et le niveau de probabilité, donc le niveau de stress a baissé et le niveau de probabilité a augmenté, parce que finalement, quand on arrive vraiment à se fixer des objectifs réalisables et qu'on se donne les moyens, qu'on ouvre son esprit pour identifier tous les moyens qui sont à notre disposition, et ben on retrouve beaucoup plus de ressources, on va être du coup moins stressé, et du coup, ça peut aussi vous aider à faire un plan d'action et à vous dire, bon ben voilà, les prochaines étapes, moi, pour réussir mon objectif final, parce on est tout à fait en droit d'avoir envie de réaliser des choses, des belles choses, hein, des beaux projets, mais l'idée c'est de commencer par des premières étapes, de le faire pas à pas, de se fixer des premiers objectifs qui sont atteignables, des choses sur lesquelles on a la main, et donc voilà, suite à cet exercice-là, vous pouvez vous faire un plan d'action avec les premières étapes, les premières étapes à réaliser pour atteindre votre objectif, ou vos objectifs.